Salam alaikum Zulfilaoun, bonsoir, Temascan, donc comme chaque samedi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la deuxième partie de l'émission que nous avions entamée la semaine passée. Algérie, République démocratique ou oligarchie militaire. Et donc, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici mon ami Habib Souaidia, écrivain, ex-officier de l'ANP. Habib, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Nous aurons depuis les États-Unis avec nous Hamid Lellou, directeur de RITS, il nous dira ce que c'est, qui est avec nous depuis Washington. Et mon ami Montassar Oubatron, journaliste, chercheur en histoire de la révolution algérienne. Et nous pourrions peut-être être rejoints par Karim Tabou, opposant politique. Hamid Lellou, merci d'être des nôtres. Merci, tout le plaisir est pour moi. Merci, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, vous pourriez nous dire ce que veut dire RITS, R-I-T-S? Alors, RISE. RISE, ça veut dire Reaching Independence Through Social Engagement. C'est pas un T, c'est un E. Reaching d'accord. Donc, nous allons corriger, j'espère. Hein? Très bien. Alors ça veut dire atteindre l'indépendance à travers l'engagement social. C'est une ONG établie ici à Washington, D.C. Pour ceux qui connaissent les lois américaines, nous sommes ce qu'on appelle 501c3. C'est-à-dire que nous sommes reconnus comme une organisation non gouvernementale et nous avons les prérogatives pour travailler partout dans le monde, aider à la promotion de la démocratie, les droits de l'homme, la justice sociale, etc., etc. Très bien. Justement, il y a quelques initiatives qu'on avait prises, dont une le 22 septembre dernier, on a eu une conférence académique ici à Washington où il y a eu des professeurs dans les sciences politiques et relations internationales sur le Hirak algérien avec l'université de George Washington University. Et on a fait aussi beaucoup de démarches, là j'en parlerai un petit peu, par rapport aux lettres qui ont été envoyées par le sénateur Rubio et d'autres sénateurs aussi par rapport à quelques sanctions économiques, etc. On parlera certainement. Très bien, parfait. Alors, Montassar Oubatron, merci Montassar d'être des nôtres. Malheureusement, vous n'avez pas pu être avec nous en Skype. Vous êtes donc avec nous au téléphone. La connexion est à vous. Ah, je te depuis quelle localité? Baba Hassan, je crois. Je suis Baba Hassan, oui. Baba Hassan. Il n'y a pas de connexion à Baba Hassan, à Alger, quoi. On va justement demander. C'est une nouvelle habitation à School. D'accord. Et on demande d'installer des autres opérateurs ou complices. D'accord. Et vous avez habité pendant de très très longues années, Montassar. Vous étiez dans un complexe touristique, mais beaucoup de gens doivent savoir que vous n'étiez pas dans le luxe, comme beaucoup de journalistes dans ces années-là. Et vous êtes resté combien, Montassar? Depuis 93. Depuis 93, dans ce qui est devenu un ghetto, après avoir été un grand complexe touristique, signé par Pouillon, je crois, si je ne m'abuse. Oui, par Pouillon, et puis il est dans un état désastreux. Ce qui a été réservé comme budget faramineux pour la modernisation a été carrément détourné et il est dans un état actuellement lamentable. C'est l'un des plus grands scandales qui ont été bien sûr étouffés. Et Montassar, moi ce que j'aimerais, je vous lance dès lors une invitation si vous êtes d'accord, parce que vous êtes une source d'information dans ce domaine. Si vous êtes, comme vous l'êtes dans beaucoup de domaines par ailleurs, si vous êtes d'accord, nous pourrions peut-être entamer une série d'émissions sur ce triste volet, ce scandaleux volet du tourisme, notamment à Alger et dans les grands complexes touristiques. Ce serait une joie pour nous de pouvoir travailler avec vous sur ce sujet, sur ce dossier. Absolument. Alors, je vais commencer par vous, Montassar Oubatron, dans ce sujet. Et je suis tenté de vous poser une question que tout le monde pose, et je pose la question d'abord à l'historien.
le slogan qui dure depuis 62 du régime pour donner face humaine à cette armée, d'aucuns disent à cette junte, et l'ANP digne héritière de l'ALN. Qu'en est-il vraiment, Montassar? Est-ce que vous seriez d'accord avec un tel slogan? Non, je ne pense pas. Je ne crois jamais que l'ANP est héritière de l'ALN. D'ailleurs, les comparer, c'est porter atteinte à l'ALN, parce que d'abord, l'ALN, c'est une armée de partisans, c'est une armée de gens qui n'étaient en gros pas payés, qui avaient un objectif de libérer le pays, de se sacrifier, etc. Donc, la comparer comme ça, une armée, recrutée comme toutes les armées du monde, et payée, etc. Je ne sais pas, il y a une tendance à sacraliser l'institution militaire à dessein, et c'est dû surtout, c'est une volonté idéologique et politique à justifier un pouvoir qui n'a pas le peuple comme source et qui ne croit pas à la source populaire. Vous savez, la fameuse déclaration de Ben Khedda, pendant justement l'été 62, au mois d'août, il a dit que nous devons se réconcilier, nous devons constituer nos institutions de sécurité, etc. Il a dit qu'il y a un problème, parce que l'ALN de l'intérieur, il a dit qu'ils sont différents de ceux qui étaient stationnés en Tunisie et au Maroc. Les premiers, ils savent une chose, parce qu'ils étaient à l'intérieur, ils savent que leur arme, c'est le peuple. Ceux qui sont venus de la frontière, ils pensent que leur arme, c'est les pièces métalliques qu'ils ont entre les mains. Et avec la crise, la guerre civile de 1962, l'armée a fini par prendre le pouvoir. Après ça, un putsch en septembre 62, et cette armée, il se putsch, et cet affrontement a été avec l'ALN de l'intérieur. Aucun historien qui se respecte, ni un véritable moujahid de l'intérieur, même de ceux qui sont, ne croient à cette histoire. C'est un slogan politique et c'est tout. Alors, Montassar, oui. Je me permets de vous interrompre. Je vais vous montrer une déclaration de Aït Ahmed sur en fait l'acte fondateur qui a permis à l'armée des frontières de prendre le pouvoir sur l'ALN de l'intérieur par la force, par la violence, et qui lui a permis de placer Ben Bella à la tête de l'État, sous la condition que Boumediene, le chef de l'armée des frontières, qui était chef d'état-major général de toute façon, sous la condition que Boumediene soit le vice-président et ministre de la Défense, pour lui permettre, 3 ans plus tard, de prendre le pouvoir, comme on le sait aujourd'hui. Je vais vous faire écouter cette déclaration d'Aït Ahmed et je reviendrai vers vous tout à l'heure. Écoutez bien. Je suis le représentant du peuple algérien. Et aucune institution de la République, fût-elle l'armée nationale populaire, ne peut faire une bouchée de moi. Je suis l'Algérie tout entière. Je suis l'incarnation du peuple algérien. Alors dites aux généraux de me bouffer s'ils peuvent le faire. Non, désolé, nous sommes trompés. Nous allons écouter M. Aït Ahmed. Ils avaient envoyé Bouteflika pour recruter un historique. Ils voulaient d'abord convaincre Boudiaf de les rejoindre, mais Boudiaf leur a dit qu'est-ce que c'est que cette initiative que vous prenez au moment des élections, vous divisez le pays, au moment où il fallait être sur une position de force dans la négociation. Il a été très dur à l'égard de l'état-major. Donc, out. Bouteflika a éliminé Boudiaf. Moi, il n'est pas question, en ce qui me concerne, il connaît un peu mon point de vue idéologique, non pas mon caractère, mais mon point de vue idéologique, pas idéologique, politique. Et ils se sont rabattus sur Ben Bella.
Habib Souidia, vous qui avez été officier dans l'ANP en ces années de sang, qui avez écrit un livre terrible, pour lequel vous avez d'ailleurs été attaqué par l'ex-ministre de l'époque, Nazar, le chef de l'armée, un procès retentissant ici même à Paris. Et vous avez été au cœur de cette armée qui se dit la digne héritière de l'ALN, qui a libéré le pays et qui a permis aux Algériens de devenir un peuple libéré du colonialisme, un pays indépendant. Vous pensez que l'ANP est la digne héritière de l'ALN? Je pense que c'est un slogan qui a été utilisé pour que quelques poignées de généraux prennent le pouvoir et l'Algérie entre leurs mains. Et de ce fait, cette armée, depuis un certain moment, je l'ai vu à partir de 92 et même avant, mais en 92, pendant la sale guerre, cette armée a perdu son âme. Même si elle était, comme ils le disent, une armée héritière de l'armée de libération nationale, elle a perdu son âme. Quand on donne le commandement d'une armée héritière de l'armée de libération nationale, on ne la donne pas à des assassins. Des gens comme le général Khaled Nazar ou Mohamed Ammari, c'est des bourreaux, ce n'est pas des moudjahidines, c'est des infiltrés, c'est des gens, des traîtres qui ont trahi la révolution algérienne. Et on utilise souvent ce slogan pour essayer de donner une légitimité à ce régime ou à ce pouvoir. Ou est-ce que ce régime va faire? Et donc on vous fait sortir digne héritière de la LN, digne héritière des Chouhada, des Moudjahidines et tout ça. Mais ça reste des slogans. Parce que dans la vraie vie, les Algériens n'ont pas vu ça. On a vu des centres de torture qui ont été utilisés par l'armée française, réutilisés par l'armée algérienne. On a vu les pratiques de général Ossares pendant la guerre d'Algérie, et celui qui a tué l'Arbi Ben Mehdi, utilisait les mêmes méthodes que Ossares et que certains généraux de l'armée française pendant la guerre de libération. D'ailleurs, pardonnez-moi de vous interrompre, on prête à Mohamed Ammari d'avoir repris un terme qui existait pendant la bataille d'Alger, qui était l'exploitation. Oui, il avait dit, il avait donné l'ordre de ne pas tuer, non, de ne pas périmer, il disait périmer, de ne pas périmer les prisonniers avant de les exploiter, c'est-à-dire avant de les torturer. Il a même dit, la phrase que j'ai citée dans la sale guerre, ces gens veulent aller au paradis, qu'on les y emmène vite. Il a dit devant des soldats. Devant des officiers, parmi eux, il y avait Chengriha. Parce qu'à l'époque, Chengriha, qu'est-ce qu'il faisait? Il était chef d'état-major dans la première division blindée, qui était installée dans le... D'ailleurs, vous racontez quelque chose de terrible sur Chengriha dans votre livre. Cette émission est thématique, mais c'est bien de l'illustrer par des exemples concrets. Voilà, par exemple, c'est-à-dire quand des gens nous présentent le général Khaled Nazar comme un héros, un sauveur de la République. Voilà, ou le général Tofir comme un héros, et qu'on ramène en 2022 devant l'institution militaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Eid al-Watani lil-Jaysh, ou l'Eid al-Yawm al-Watani lil-Jaysh, et on leur donne tous les honneurs qu'ils ne méritent pas, ces gens, parce que ces gens-là ne méritent pas ces honneurs. D'ailleurs, pourquoi ils ne méritent pas ces honneurs? D'ailleurs, Khaled Nazar, quand il a fui l'Algérie en 2020 en Espagne, il a demandé sur sa page Twitter de renverser l'armée et les chefs de l'armée. C'est lui qui il a demandé un coup d'État, oui. Il a écrit noir sur blanc. Oui. Donc, ces gens-là qu'on nous présente comme des héros et des gens qui ont sauvé la République et qui ont sauvé l'Algérie et qui représentent, c'est-à-dire les héritiers de Ben Mehdi et de Hosseini Ahmed et des grands révolutionnaires algériens en Algérie qui sont morts ou qui sont encore en vie, ces gens-là ne méritent pas ça, cet honneur. Ces gens-là, ils devraient être, en principe,
Ils devraient être jugés devant des tribunaux pour ce qu'ils ont fait. Parce que on va honorer quelqu'un comme Tawfiq ou comme Khaled Nazar. De quoi, au fait, on les honore? On est arrivé en 2019 avec une faillite de l'Algérie. L'État algérien était en faillite. Bouteflika qui l'a ramené. C'est eux. C'est eux les responsables. C'est eux les responsables de ces 20 dernières années. Alors, quelqu'un vient me dire, ces gens, ils ont quand même sauvé la République de l'Algérie, de l'intégrisme ou machin, mais c'est eux les premiers intégristes. On a aujourd'hui en Algérie à payer le prix fort de cette guerre. Tebboune a corrigé Bouteflika, il a parlé de 200 000. 250 000 morts. Tebboune a dit 250 000 morts. 250 000 morts en Algérie, c'est pas uniquement le fait de quelques groupes terroristes ici et là qui ont tué tous ces... Il faut une armée pour faire un tel... On a à peu près en Algérie aujourd'hui 20 000 disparus en Algérie. L'État aujourd'hui lui-même, l'État lui-même de Bouteflika à l'époque, en 2016, a reconnu 6 000 disparus. On a dépassé largement l'Argentine, le Chili, pendant la guerre sud-américaine, la guerre civile sud-américaine. Et là, on vient d'un trait dire ces gens sont des héros. Et ils l'ont sauvé de quoi, cette Algérie? Ils l'ont sauvé d'elle-même, peut-être, je ne sais pas. Non, mais eux disent ce n'est pas nous qui avons tué, oui, ce sont des terroristes. Oui, mais Habib, en même temps... C'est eux qui disent ça, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas des institutions pour y aller vérifier et dire et faire des enquêtes sur ce qui s'est passé en Algérie. Il y a quelques jours, on a assisté à la commémoration de Ben Talha. Oui. Massacre de Ben Talha. Oui. Jusqu'à l'heure aujourd'hui, les familles et les gens de Ben Talha ou tous les Algériens ne savent pas qui a tué à Ben Talha. Mais justement, Habib, cette question, et après on va passer à notre invité. Habib, pourquoi cette armée qui se dit la digne héritière de l'ALN n'entame-t-elle pas une démarche, une dynamique vérité et justice, justement pour laver son honneur de ces accusations et en même temps, se montrer sous son véritable jour de sauveur de la République? Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Le Hirak leur a permis de faire ça. Le peuple algérien du Hirak du 2019 jusqu'à pendant de longues années où les gens sortaient, il a permis à ces gens-là de se laver de ce qui a été fait. C'est-à-dire, on veut une justice transnationale et essayer d'expliquer ce qui s'est passé pendant les 25 dernières années. Mais ces gens-là, c'est des criminels, ils savent très bien, ils ont fait une fuite en avant. Ils savent très bien que si on commence à vérifier qui a fait quoi pendant toutes ces années, ils seront tous condamnés pour crimes contre l'humanité. Mais c'est pour ça, même quand la presse elle parle et les gens ils essayent, les partis politiques traditionnels en Algérie, quand ils parlent juste de la perte de l'Algérie de 1000 milliards. Ils ne parlent pas des humains qui ont été écrasés. Tout à fait. Tout un peuple a été écrasé pendant 20 ans. Et je vous arrête là. Alors, Hamid Lellou, sur cette même question, l'ANP est-elle la digne héritière de l'ALN, comme l'affirment le régime lui-même et les chefs de cette armée? Écoutez, je rejoins vos deux invités et je pense que leurs avis sont partagés par la plupart des Algériens. Ce n'est pas la digne héritière. On nous rabâche ça depuis des années. Pourquoi? Parce que l'histoire partout, il n'y a pas que l'Algérie. Les histoires des pays sont écrites par les vainqueurs. Et malheureusement, à l'époque, en 62, après le coup d'État de l'armée des frontières, c'est eux les vainqueurs et donc c'est eux qui ont écrit l'histoire comme ils le voulaient, comme ils le veulent et ils continuent à nous écrire la même histoire. Et la vraie histoire sera écrite après la vraie indépendance, après l'indépendance des esprits, après l'indépendance réelle de l'Algérie. Après l'indépendance qu'on a eue, c'était l'indépendance du territoire. Le feu Boudiaf, Allah yarhamou, qu'est-ce qu'il disait de cette armée? Il disait la milice. Pour lui, c'était une milice, c'était pas une armée. Et d'ailleurs, c'est pas l'armée de libération, c'est l'armée et des frontières et des DAF.
Les DAF, on le sait, ce sont les déserteurs de l'armée française, pas tous les déserteurs, parce qu'il y a eu de bons déserteurs, ceux qui avaient déserté dans les années 50. Chedli, c'était un déserteur, par exemple, mais il avait déserté en 55-56, alors que Nazar, que votre invité connaît très bien, et les autres, ils avaient déserté après les années 60. C'est quand De Gaulle savait que l'Algérie allait être libérée parce qu'il n'avait pas le choix. Donc, il préparait l'indépendance de l'Algérie en mettant ses propres pions, y compris ces DAF-là. Donc, absolument. Mais curieusement, Hamid Lello, curieusement, le gros des troupes de ces DAF se trouvait justement en Tunisie, autour de Boumedienne. Oui, oui. Alors comment que ça s'est passé? L'indépendance de l'Algérie, donc le référendum, après c'était juillet 62, mais la France avait commencé à ouvrir les frontières terrestres, surtout du côté tunisien, vers le mois de février-mars, et il filtrait les passages. Et au fait, il y avait une connivence entre les gardes frontières français et l'armée des frontières. Il laissait soi-disant passer les réfugiés, on appelait ça le retour des réfugiés. Mais la plupart des réfugiés qui passaient, c'était les militaires ou bien les milices, comme on les appelait, les milices qui cachaient leurs C'était armes. l'armée des frontières, en fait, qu'on a profité pour rentrer au milieu des réfugiés, mais elle est rentrée avec armes et bagages, et puis après aller suivre les canons, l'armement lourd, j'allais dire. Oui, et la complicité des frontières, des agents de frontières français est bien avérée parce que, bon, il y a quand même à peu près 500 kilomètres ou plus pour arriver jusqu'à Alger. Et à l'époque, les moyens de transport et les routes n'étaient pas aussi développés. Donc, du coup, 3, 4 à 5 mois, c'était le temps qu'il fallait à tous ces infiltrés pour rentrer et joindre les bataillons qui avaient contourné Alger et qui se sont battus contre ce qui restait de l'armée de libération. Restez avec nous, Hamid Lello. Je reviens à Montassar Obtron. Montassar, la vidéo que nous avons vue tout à l'heure d'Aït Ahmed qui a affirmé que Ben Bella avait été envoyé à la prison d'Aulnay pour transmettre le message de Boumedienne d'abord à Abu Diaf, d'être le président à condition qu'il accepte de le prendre comme vice-président et ministre de la Défense. Et comme Boudiaf n'a pas accepté, il l'a envoyé promener. Il l'a proposé à Ben Bella qui lui a accepté. Alors la question que j'aimerais vous poser, Montassar, c'est comment De Gaulle, qui était le président à l'époque, le général de Gaulle dont on sait son attachement à la légitimité républicaine, comment a-t-il pu accepter qu'un commandant de l'ALN vienne rentrer en France et qu'il visite les 5 historiques et il était donc au courant de cette prise de pouvoir et pire que ça, c'est qu'on dit que De Gaulle a ordonné à ses services de demander au roi Hassan II de délivrer un passeport marocain à Bouteflika pour lui permettre de rentrer en France avec un passeport marocain, et donc ce n'est plus un rebelle, ce n'est plus un commandant de l'ALN. Et si De Gaulle a fait ça, c'est qu'il avait quelque chose derrière la tête, c'est qu'il voulait que l'armée des frontières prenne le pouvoir et qu'elle s'installe à la tête de l'Algérie et qu'elle évince donc par conséquent le GPRA. D'abord, permettez-moi de répondre à Hamid concernant Chedli Ibn Jdid. Parce qu'on a traité cette question, il y a eu erreur dans les livres de Benjamin Stora, de Gilbert Minier, Harbi, etc. Chedli Ibn Jdid n'a jamais été dans l'armée française. Et c'est aussi Harbi, quand je lui dis pourquoi vous l'avez écrit, il m'a dit que Ben Bella m'a dit. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais ce qui est sûr, Chedli Ibn Jdid n'a pas fait l'armée française, donc c'est pas un déserteur. Ceci dit, il a raison, il y a des déserteurs qui ont fui à l'intérieur du pays, Ben Salem, c'était des parades, et il y a les DAF qui ont été envoyés en mission.
D'ailleurs, ils ont écrit une pétition pour De Gaulle, protestants, et puis ces DAF, ils sont passés par Tunis, ils n'ont vu l'Algérie que après l'indépendance. Le deuxième point, concernant l'armée frontière, c'est pas au mois de février. La France a levé les barrières à partir du 18 juillet 62. Pas avant. Il y a des groupes qui sont rentrés comme le commandant Asdin, comme ceux qui ont fait le groupe d'Alger, etc. Ils sont venus par d'autres moyens. Mais la frontière a été ouverte au 18 juillet. D'ailleurs, le litige entre autres l'armée, c'est parce que dans les accords d'Évian, il était question que l'armée dépose ses armes et rentre en civil. Et eux, ils n'ont pas accepté, ils ont dit, ما ندخلوش كيما اللاجئين. ودخلوا كي رفدوا لهم la barrière le 18 juillet, et ça a commencé à avancer, et c'est des affrontements avec la LN de l'intérieur, Tlerma, dans beaucoup de points, il y a eu À Tlerma, il y a eu des dégâts très importants, des pertes humaines. Oui, il y a eu des morts. Constantine, le plus important, c'est celle de Massina. Au point où il y a eu, début septembre, les fameuses manifestations populaires, les gens en ont marre, ils sont sortis pour crier « Seb'asnin Barakat ». On ne peut pas faire le truc. Je peux vous dire que j'avais le récit de Yaha, commandant Yaha Abdelhafiz, qui était à côté de la télévision. Il est venu en renfort à la Wilaya 4. Il m'a dit, j'ai pris une voiture. Il est allé jusqu'à Bouzegza pour voir ses troupes. Il m'a dit, ils étaient bien habillés, du matériel neuf, surarmés, mais il m'a dit en kabyle, Zerresh. C'est-à-dire c'est des bébés. Il m'a dit, je suis revenu sur Alger. L'armée des frontières n'a pas battu l'armée de l'intérieur. Il a dit, quand je suis rentré à Alger, je me suis posé la question, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Le bataillon que j'ai, il descend de la 3, il a fait l'opération jumelle, c'est des gens qui ont bu c'est-à-dire qu'ils ont souffert, c'est des gens aguerris. Il a dit, si on ouvre le feu, on va les exterminer en 10 jours. Il a dit, j'ai réfléchi, j'ai appelé Mohamed El Hajj, j'ai rapatrié le bataillon vers... On ne peut pas continuer. C'est-à-dire, à l'intérieur, il n'y avait pas volonté de tuer. Mais les groupes qui sont venus, ils sont venus pour prendre le pouvoir à n'importe quel prix. Et cette question sur De Gaulle, comment a-t-il accepté une telle visite de Bouteflika, d'un commandant de la LN à Ben Bella? D'abord, parce que l'histoire n'est pas écrite, elle est toujours sous contrôle jusqu'à aujourd'hui. L'archive, on l'a pas, y compris celui du Malk, de l'armée, jusqu'à maintenant, de 2022, on ne sait pas pourquoi. Au-delà de cette question que l'AMP, c'est l'armée algérienne, elle n'est ni digne ni indigne, elle n'est pas héritière du tout. C'est une institution comme la police, comme la douane, comme les autres. Il ne faut pas faire la confusion. Maintenant, l'histoire, il y a eu une histoire avec ses problèmes, avec ses guerres, avec ses courses au pouvoir. Ils ont pris le pouvoir en 62. Oui, mais De Gaulle, la position de De Gaulle. Voilà. Comment se fait-il que un commandant, Abdelaziz Bouteflika, puisse rentrer en France alors qu'au Maroc, la France tue qu'elle veut. Elle a dit avec les services secrets, donc rien ne bouge. Elle était au courant de tout. Tout ce qui se passait au Maroc et en Tunisie. Avec son 5e bureau, donc il ne faut pas sortir. Deuxième chose, on est en train deuxième mensonge. On n'a pas battu la France militairement. Ça aussi, c'est un gros mensonge. C'est une lutte de libération, une lutte politique. Et le rôle du peuple a été, en fin de compte, décisif, surtout par rapport à ces manifestations du 11 décembre. Bon, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, Bouteflika, il rentre avec un passeport marocain en France, et la France est assez bête et conne, elle n'arrive pas à le dénicher, alors qu'on arrivait à suivre une moustique. Et puis, il rentre dans une prison de haute sécurité,
où il y avait les 5 qui étaient emprisonnés, et personne n'en sait. Il a fait son truc, il a été envoyé par l'EMG parce qu'il y a eu la crise entre l'état-major et le GPRA. Mais De Gaulle, bon. pourquoi non seulement il a accepté, pourquoi a-t-il fait en sorte que Bouteflika obtienne un passeport marocain? Pourquoi a-t-il ordonné qu'on le laisse rentrer à la prison de Dolny? Ça veut dire que tout ça l'arrangeait. Peut-être même que c'était lui qui avait tricoté tout cela. Ouais, De Gaulle, d'ailleurs en Europe, on le suivait avec inquiétude. C'est quelqu'un qui faisait des discours du jour au lendemain. Il dit la chose et son contraire. Il parle d'autodétermination, il lance l'opération rouleau compresseur. Donc, De Gaulle défend l'intérêt de la France. Très bien. Restez avec nous, Montassar. Je reviens à vous dans un moment. Hamid Lelou, sur cette question de ce que disent beaucoup de gens, de cette histoire de visite de Bouteflika à Ben Bella pour lui proposer de prendre le pouvoir, installé par l'armée des frontières, et donc contre le GPRA, pour liquider le GPRA, et on connaît la suite. Est-ce que c'est De Gaulle qui a tricoté tout cela, ou du moins, est-ce qu'il a été complice dans ce premier coup d'État contre le gouvernement provisoire de la République algérienne et la prise du pouvoir par l'armée des frontières et l'état-major général et tous les affidés qui étaient autour? Moi, je dirais un peu les deux, parce que les événements d'après le montrent. Montrent. Et d'ailleurs, j'aimerais bien remercier votre invité d'Alger pour la correction par rapport à Chadli. Donc, comme il a dit, moi, je base mes dires et mes écrits sur les historiens comme Benjamin Stora, comme Harbi. C'est quand même des sommités dans ce domaine. Maintenant, quand j'ai dit que les militaires l'armée des frontières avaient infiltré à partir du mois de mars-avril, ça je l'ai lu dans un des écrits, je pourrais retrouver les écrits, mais moi j'ai dit avec la complicité des gardes frontières, c'était pas ouvert à tout le monde. Ils filtraient les passages, ils laissaient passer que ceux qui faisaient. Donc là aussi, ça prouve qu'il y a une complicité. Si on revient maintenant à l'autodétermination de l'Algérie et toutes les déclarations de De Gaulle, il ne faut pas oublier, De Gaulle, c'était un général qui sortait de la guerre de libération de la France de 1945. Et aussi le fait qu'il fasse des déclarations assez importantes à partir de 58, je vous ai compris. Alors là, maintenant, c'était une phrase à double signaux, parce qu'un signal, c'était pour les Algériens d'Algérie, je vous ai compris, maintenant, vous rentrez dans le giron français, mais aussi, c'était un signal pour les Français d'Algérie, à qui il disait, je ne vous lâcherai pas, l'Algérie restera française. Donc, De Gaulle, il faut lui reconnaître une chose, même si c'est un ennemi, il faut toujours reconnaître quelque chose à l'ennemi, c'était un visionnaire. Il avait une vision de la France. Il s'est rendu compte qu'à partir de 58-59, il ne pouvait pas réussir. Et je suis d'accord avec vos invités encore en disant que l'armée de libération se faisait battre sur le terrain, oui. Normalement, les opérations Chal, qui ont été un véritable rouleau compresseur. Oui. Mais le combat des Algériens ne se limitait pas à ça. Il y avait aussi une diaspora algérienne qui était basée aussi bien en France qu'ailleurs et qui se battait, qui faisait de la diplomatie au niveau des institutions des Nations Unies. Kennedy, à l'époque, c'était le sénateur avant qu'il devienne président. C'était le premier qui avoir soutenu la cause algérienne au niveau du Sénat américain. C'était pas les Russes. Les Russes ils sont venus après. Donc les Algériens avaient beaucoup travaillé, les Chinois aussi, les pays non alignés, etc., etc. Donc il y avait une bataille juridique et diplomatique du côté algérien qui a fait affaiblir la position française vis-à-vis de l'Algérie. Et d'ailleurs, dans des écrits des historiens américains, ils disaient que les États-Unis avaient mis un poids assez lourd pour pousser à la libération de l'Algérie, mais la France avait essayé de créer une désinformation
sans apporter de preuves qu'il y avait des miliciens russes et chinois sur le territoire algérien. Ça, c'est un autre écrit que je viens de croiser il n'y a pas longtemps. Je faisais des recherches sur l'Algérie. Donc oui, De Gaulle était complice, De Gaulle manigançait, De Gaulle avait une vision et il avait choisi Boumedienne comme complice et l'histoire nous le dira plus tard. Et d'ailleurs, dans les faits, ça se précise sur le fait que les essais nucléaires avaient continué en Algérie jusqu'en 67 ou 68. La marine française... Les essais biologiques aussi. Tout le monde parle d'essais nucléaires et on ne parle pas suffisamment des essais biologiques. Certainement. Et aussi, ils ont évacué, la marine française avait évacué la base maritime de Mers el-Kébir à Oran dans les années aussi 67-68, je ne me rappelle plus. Mais il faut peut-être préciser par honnêteté que c'était prévu par les accords d'Évian, ce qu'on appelle la partie secrète des accords d'Évian. Mais on n'a pas, et comme vos invités l'ont rappelé, on n'a pas accès à toutes les archives, aussi bien françaises qu'algériennes. Et j'espère que un jour viendra où on aura accès, les historiens des deux côtés, des historiens indépendants qui vont décortiquer ces archives, parce qu'il faut se méfier des archives aussi. Il ne faut pas non plus les prendre comme un mot de la Bible ou du Coran. Hein. Il y a Très bien. Alors, Hamid Lello, si vous permettez, je reviendrai à vous tout à l'heure pour vous poser une question cruciale pour que nous puissions comprendre. Vous savez que le budget de l'armée algérienne n'est contrôlé par personne, ni avant qu'il ne soit alloué, ni après qu'il ait été dépensé. Personne ne sait. D'abord, c'est l'armée qui fixe elle-même le niveau du budget, qui est à peu près du tiers du budget national. Et puis, personne ne contrôle les dépenses pendant qu'elles sont effectuées, et personne ne contrôle a posteriori. Ça veut dire ni le Parlement, ni les sénateurs, ni les représentants des peuples, ni la Cour des comptes, ni personne. Personne ne sait où va cet argent. Et vous me direz comment ça se passe aux États-Unis, pour qu'on ait une idée. Peut-être qu'aux États-Unis aussi, l'armée a toute latitude pour prendre l'argent qu'elle veut, de le dépenser sans aucun contrôle. Vous nous direz. Habib Soueidia, c'est une question d'abord pour vous et après, je vous laisserai développer à votre guise ce que vous sentez. Mais c'est une question pratico-pratique, mais qui en dit long. Dans l'armée algérienne, dans le règlement intérieur du mois des années 70, il était interdit aux militaires algériens de faire beaucoup de choses. Par exemple, interdit de fumer la pipe, interdit de porter la barbe, il y avait beaucoup de choses. Dans ces interdictions, il était formellement interdit de faire la chaîne avec les civils. Pourquoi est-ce que celui qui a fait ce règlement a voulu, c'est comme si c'était un autre peuple, c'est une autre planète, on n'avait pas le droit de, c'est comme si c'était une armée coloniale, quoi. C'est comme du temps de, pourquoi, quel est le motif de ne pas se mélanger à leurs compatriotes civils? Il y a une tradition dans l'armée algérienne qui est connue depuis les années 60-70, c'est que les militaires, ils ont toujours la priorité pour dans la vie quotidienne des Algériens, par exemple dans les hôpitaux, dans les soins, ça a été toujours suivi comme ça, mais il y a des choses qui sont dictées dans le règlement intérieur de l'armée, comme par exemple, vous dites la barbe ou le chem, par exemple, le tatouage et tout ça, c'est interdit. Maintenant, on trouve de tout. Hein. On trouve des militaires qui sont tatoués, et alors que c'est interdit. Donc, mais on ne trouve pas encore des militaires qui vont la chaîne avec les civils. Ah, ça c'est sûr, mais ils ont des coopératives militaires, des gens qui achètent, qui vivent tout seuls à l'intérieur. Par exemple, si vous y allez maintenant à Alger, vous allez trouver par exemple, le cercle militaire de l'armée, ils se réunissent entre eux et s'échangent entre eux. Les civils n'ont pas le droit, par exemple, d'accéder à certains endroits que les militaires fréquentent et ainsi de suite. C'est hiérarchisé, oui, c'est vrai. Je pense que c'est un peu
c'est un peu opaque et un peu difficile de comprendre. Pourquoi? C'est pour acheter la paix sociale au sein de l'armée, pour corrompre Non, un peu, comme on le fait dans le civil? Non, notre armée, elle a été depuis toujours faite comme des robots. Hein. C'est-à-dire, tu ne réfléchis pas, tu obéis. Voilà. Et l'obéissance, c'est ce qui fait arriver quelqu'un comme Chengreh à l'état-major. C'est un type qui a toujours obéi aux ordres. Il n'a pas à réfléchir, il ne réfléchit pas. Ce pas des gens qui peuvent réfléchir ou contester des ordres ou dire non, c'est pas comme ça à son chef. Maintenant, lui, il est le chef. Et la quarantaine de généraux qui sont en prison, c'est parce qu'ils n'ont pas obéi à la logique ou... C'est pas ça, c'est une autre histoire. Ça rentre dans la guerre qui a été menée entre eux. Maintenant, il y a un groupe qui est maintenu au pouvoir ou qui est arrivé au pouvoir et d'autres qui étaient avec Gaël Salah, qui ont été soit liquidés, soit envoyés en prison. Règlement de compte, quoi. Oui, comme Wassine Bouazza qui a été mis dégradé oui, au simple soldat, oui, le général. En principe, même le général Tawfiq, il a été dégradé. Mais la presse, notre chère presse éradicatrice ne parle pas de ça. Il a été dégradé. Ah oui, non, ben oui, quand on... Regarde, mais cette fois-ci, pendant ceux qui ont été récompensés, décorés... Oui, mais ça c'est pas important. Regarde aujourd'hui, au Haut Conseil de sécurité, il y a 2 ou 3 généraux qui ont été condamnés et dégradés. Ils sont à la tête des services de renseignement algériens. Ils ont même fait de la prison, ils sont revenus. Oui, 3 ans. Il y a comment Mejdoub, il a passé 3 ans en prison dans l'affaire de Zeralda. Et aujourd'hui, il est le commandant d'un service de renseignement algérien. Oui. Vous avez Mhanna Jabbar aussi. Et des gens qui ont été condamnés par la justice. Et le régime n'a même pas respecté. C'est-à-dire, regarde où est-ce que nous sommes. Parce que quand on mesure l'état... de la justice en Algérie, de la démocratie, il faut voir sa justice, si sa justice fonctionne ou pas. Dans une démocratie ou dans un état de droit, il faut voir si la justice elle fonctionne ou elle ne fonctionne pas. Regardez, là, aujourd'hui, on a à peu près 3-4 généraux-majors qui ont été condamnés par la justice. Qui ont été condamnés. Qui ont même fait de la prison. C'est-à-dire qu'il y a un juge qui a condamné ces gens et c'est fini. Et qu'est-ce qu'on fait? On va repêcher ces généraux et on les met à la tête de l'État. C'est-à-dire le conseiller du président de la République aujourd'hui, le conseiller militaire, qui était dégommé il y a quelques années et qu'on ramène aujourd'hui comme conseiller principal et qui coordonne tous les services de renseignement algériens. Aujourd'hui, il est général-major et il commande, et il donne les directives au chef des services de renseignement et il reçoit aussi pour essayer de faire ce travail. Donc, qu'est-ce que ces généraux, c'est-à-dire qu'on condamne et qu'on ramène du jour au lendemain et on les fait à la... Et Nasser el-Djen, Habib, Nasser el-Djen qui est... Alors, rappelons une chose. Nasser el-Djen qui était à la retraite en Espagne. Il a pris sa retraite, il est parti en Espagne. Nasser el-Djen qui est connu pour avoir été un grand massacreur. On dit même, on l'appelait l'effaceur. Pourquoi ils l'ont rappelé? Non seulement ils l'ont rappelé, ils l'ont promu. Aujourd'hui, il est, je crois, général-major ou général. Oui, c'est pas uniquement le cas de cet énergumène. Parce que moi, c'est pas des généraux, c'est des criminels, ces gens-là. Il faut le savoir. Mhanna Jabbar, par exemple, il était pendant les années 90 le commandant du CTRI à Blida. Et après, c'est le CPMI, machin, les services d'enseignement. Et pendant toute sa carrière, il a passé sur tant de cadavres. Et ce n'est pas des cadavres civils, c'est des cadavres de militaires. Il faut savoir que le CTRI à l'époque, c'était la police de l'armée, pratiquement. C'était pas plutôt Tartak? Non, c'était Tartak, il était au CPMI. D'accord. Et lui, il était au CMI, CTRI de Blida. Et d'ailleurs, il y avait un livre qui est sorti sur le CTRI qui décrivait avec précision ce que Mhanna Jabbar faisait. Et de quel livre De Abdelkader Tira. Ah oui, l'adjudant-chef. Oui. Et donc, Mhanna Jabbar, il était responsable de ce qui s'est passé en 2001. Il était le premier responsable chargé des opérations en 2001 en Kabylie. Mhanna Jabbar, c'est le top des criminels en Algérie. C'est comme Tartak. Pourquoi Tartak?
il est en prison. Et pourquoi maintenant il est à la tête d'un service de pourquoi, renseignement? je vous pose la question? Je vous le dis parce que Tartag a vendu Tawfiq. Et on ne se permet pas de vendre Tawfiq. Oui. Tawfiq, c'est le dieu de l'Algérie. Oui. Il faut savoir. Oui. Et c'est notre ami. D'ailleurs, c'est à ce moment qu'ils l'ont ramené à la présidence. Notre du ami temps de Saïd Malti, Bouteflika, hein. notre ami Malti que je lui rends hommage, c'est lui qui l'a appelé Rabbet Zahir. Hossein Malti. Hossein Malti. Oui. Et donc, Tawfiq, c'est intouchable, c'est un dieu pour eux. Donc, Tartag, malgré les services que Tartag a rendus à Gaïd Saleh et aux autres généraux, il est aujourd'hui en prison avec il a rendu service à Gaïd Saleh et à Saïd Bouteflika, le vrai maître de l'heure. Exactement. Pourquoi Jabbar maintenant? Il est aujourd'hui parce que c'est clanique, c'est un peu du copinage, quoi, non, du clanisme. C'est du clanisme, c'est des sectes. Voilà, Ouais. c'est des sectes. Si vous êtes de ma secte, bon, comme Tartag, il s'est retourné contre Tawfiq et contre Nazar, c'est plus possible. Il reste en prison. Mais Mehna Jabbar, on le sort. On le fait sortir. Le chef de DSI ou de DSE ou les autres qui sont aujourd'hui à la tête, chacun était responsable. Il a été démis de ses fonctions. Ils ont été démis de leurs fonctions alors qu'ils étaient des généraux. L'un était à Zeralda lors des coups de feu ou la tentative, comme il disait, de l'assassinat de Bouteflika. Et le deuxième, Mehna Jabbar, une autre personne. Et c'est un argument là, comment il s'appelle, que vous venez de citer. Nasser al-Jen et compagnie, ou Caniche, ou Mambeli, c'est Hadiqat Hayawanat, c'est des animaux. C'est vrai, un général qui s'appelle Caniche, c'est un peu. Oui, c'est des êtres ignobles. Ignobles, tu les mets à la tête de l'État et à la tête des services de renseignement algériens. C'est-à-dire, voilà le niveau où est-ce que nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire que des gens qui ont la capacité juste de torturer et de faire peur et de terroriser la population, on les met à la tête des services de renseignement. Habib, on arrivait à ce point. Même nous, on essaie de comprendre ce qui s'est passé dans cette armée pour qu'elle devienne... Nous ne parlons pas de l'armée, bien sûr, nous parlons des chefs qui ont pris possession de l'armée. C'est une armée qui a perdu son âme. Qui a perdu son âme. C'est une armée qui a perdu son âme. Et les officiers, les dizaines de milliers d'officiers. C'est des gens qui obéissent aux ordres. Oui, mais Habib. On a élevé des générations d'officiers qui obéissent, c'est tout. Non, mais Habib, pardon. Moi, je suis officier. Les gens qui refusent... Là, ça m'aide. Moi, je suis officier. D'accord. Je profite. Il y a des privilèges, des logements, de la coopérative, des soins à l'étranger, des études pour mes enfants. Ok, j'accepte. Mais quand je sais que mon pays va à la dérive, qu'il va au mur, que ceux qui vont payer, ce n'est pas les fils des généraux qui ont déjà installé leur famille à l'étranger, que nous, on ne peut pas tous partir, on va se retrouver dans ce pays où les gens vont s'égorger dans les rues les uns les autres, mais à Dieu ne plaise. Comment un officier peut accepter qu'on passe du mal ainsi à sa patrie, à son pays, à celui de ses enfants demain? Comment il peut accepter? Je vais te dire quelque chose, Jamaldine. Pendant les années 90, notre armée a été toujours comme ça. Pendant les années 90, il y avait des militaires qui torturaient d'autres militaires. C'est son frère d'armes. C'est son frère d'armes, il était dans le même On lui a caserne. demandé de le torturer, il le torture. Il le torture. Pourquoi, d'après vous, il le torture? Parce que son frère est monté dans les maquis. Moi, je connais un commandant de force spéciale qui a été arrêté à Oran. Il était un commandant de bataillon. Son frère est monté dans les maquis. Il était devenu responsable de ce que fait son frère. Non-dénonciation de malfaiteurs. Je connais des gendarmes qui ont été tués et torturés. Des militaires, des officiers et des officiers supérieurs qui ont été torturés, qui ont été liquidés. Parce que certains ont refusé des ordres. Et quand tu es face au mur, il ne te reste plus grand-chose à faire dans cette armée. Soit tu montes dans les maquis, tu deviens un terroriste, comme beaucoup l'ont fait. En 91, 92, 93, il y avait des centaines de parachutistes qui ont passé de l'autre côté. Mais c'est pas parce qu'il était islamiste, parce qu'il voit l'injustice où elle est. Il voit qu'il y a une injustice dans ce pays. Comment vous arrivez à prendre ou arrêter des officiers ou des officiers même de DRS qui ont été arrêtés, qui ont été liquidés, parce qu'ils refusaient d'exécuter des ordres ou qui ont été mis en prison? À l'époque où Mehna Jabbar était commandant de CTRI, un officier
a reçu l'ordre de Saïd Bey, de Mhanna Jabbar et de certains officiers comme Chingriha d'exécuter 15 personnes. 15 personnes à Al-Merja. C'est une zone tout près de Blida. Il les a exécutés. Il a exécuté l'ordre de ses supérieurs. Il les a exécutés. 15 citoyens algériens qui ont été arrêtés pendant des années et qui ont été mis dans le cachot de cette area de Blida. 15 personnes ont été exécutées dans cette région qui s'appelle Merja, qui se trouve tout près de Blida. Et les gens de Blida la connaissent. 15 citoyens. Eh bien, heureusement, il y avait une personne qui a pu s'échapper. Et il est allé dénoncer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont liquidé. Est-ce qu'ils ont ramené Saïd Bey Et lui, ils ne l'ont pas liquidé? Non, lui, il a été condamné au tribunal militaire de Blida. Il a passé 15 ans en prison. 15 ans, lui, tout seul. Alors que lui, il disait, j'ai reçu les ordres de Saïd Bey et de tel général. Et ça, il l'a dit dans ses PV, devant le juge, devant un tribunal militaire. Et pourtant, Saïd Bey, il est resté jusqu'au massacre de Bantalha, jusqu'à tous les massacres qui ont eu dans la Métidja, et Saïd Bey n'a jamais été inquiété. Il a été inquiété quand il a été question de règlement de compte. Maintenant, il est en prison. Exactement. Parce qu'il ne s'entendait pas avec Gaïd Salah et compagnie. Pourquoi, M. Benchenouf? Parce qu'ils ont trouvé chez lui des kalachnikovs, des armes de guerre. Et qui donnaient des armes de guerre, il les donnait à ses copains et ses potes. C'est ton armée, ça? Tu es tenu par le règlement, même quand tu es un général-major. Une arme de guerre, elle reste dans la caserne, tu ne l'emmènes pas chez toi. Et tu ne la donnes pas à ton copain pour se protéger ou pour tirer sur des innocents. C'est pour cela que ces gens ne respectent ni la loi, ni la justice, ni les citoyens. Comment tu veux qu'ils respectent le moujahidine ou le shuhada ou ce que tu veux? Des fils de moujahidine. Et des moujahidines ont été torturés dans le centre de ces PMI, M. Benchenouf. Ils ont été torturés. Ils ont été torturés parce qu'ils portaient une barbe. Ou parce qu'ils étaient musulmans. Ils ont été torturés. واحد قال له يهضر مع واحد قال له عيط للرب تاع الشهداء تاعكم يجوا يخرجوك هنا. Ou ces officiers, aujourd'hui, ils sont des généraux et des généraux-majors. Comment tu expliques ça? Moi, jusqu'à l'heure actuelle, je n'arrive pas à l'expliquer. Ces gens ne croient ni à la nation, ni à l'État, ni à rien du tout. Et nous allons écouter ce que me dit M. Gaïd Salah Rabbi yarhamou ala kulli hal. مفرطة بعيد كل بعد عن إمكانياتهم الحقيقية على أكثر من صعيد. هؤلاء الرهط من بشر مبتعين بذلك عن الأعراف والأخلاقيات الحميدة التي فطر عليها الإنسان الجزائري. فهذه الأخلاقيات هي نفسها التي أولاها الجيش الوطني الشعبي، وسيبقى إن شاء الله تعالى يوليها المكانة المستحقة ويعمل في ظل توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني على أن يجعل من سلوكيات أفراده العسكريين مضرب للأمثال، وأن يكونوا قدوة في المسلك الطيب الذي يتوافق مع قيم الجيش الوطني الشعبي ويستند إليه في ظل احترام النظام الدستوري، وهو بذلك يبقى دوما في غنى التام عن أي دروس يقدمها له الأشخاص لا وجود لهم إلا من خلال الدوائر التي تحكم فيهم. Montassar, alors quand on écoute Habib Souaidi nous parler avec une telle amertume pour nous dire le fond des choses, et puis quand on écoute ce monsieur Rabbi yarhamou ala kulli hal parler de la grande éthique, des vertus que personne ne peut donner de leçons au chef de l'armée, on en reste abasourdi. Mais sinon, Montassar Oubetron, un commentaire avant que je vous pose une question en particulier. On a perdu. D'accord. Alors, donc, Hamid Lello, et je reviens à Montassar Oubetron. Hamid Lello. Oui, alors, merci pour Souadia pour son témoignage. C'est vraiment quelque chose de crucial et j'espère qu'il va
documenter plus et plus, en plus du livre qu'il a déjà publié. J'aimerais commenter sur quelques remarques que vous-même vous avez faites sur l'armée avant que vous me posiez la question. Ouais. Et d'ailleurs, je suis sûr que votre invité dans le plateau ne va pas me contredire. L'armée a une culture, toutes les armées, y compris l'armée algérienne, y compris l'armée américaine. Et pourquoi je vais parler de ça? Au fait, pour vos auditeurs, quelle est ma crédibilité? Pendant 10 ans, j'ai enseigné dans une école militaire américaine. Donc, je peux parler de comment travaille l'armée. Eh ben justement, nous allons aller droit à la question pour essayer de gagner du temps. Comment se fait le budget militaire aux États-Unis préalablement, pendant les dépenses et après les dépenses? Alors, le budget de l'armée. L'armée, c'est une institution comme les autres, mais elle n'est ni exécutive ni législative. C'est une institution assez spéciale. L'armée elle-même, elle dépend du ministère de la Défense, qu'on appelle DoD, Department of Defense. Mais le civil a la primauté. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système politique américain obéit à l'école de ce qu'on appelle l'école Huntington. Et l'école de Huntington, elle dit que le civil a la primauté sur le militaire. Donc, ils travaillent ensemble, mais le militaire a des compétences tactiques et opérationnelles. Il peut aussi participer sur le plan stratégique, mais les décisions stratégiques, elles sont prises par le civil. Et le militaire, il exécute ses ordres tout en ayant ses propres capacités. Le civil ne sait pas comment le militaire fonctionne, comment il fait les opérations. Donc, ce qu'il fait, il va faire les opérations, il va discuter le budget, il va le négocier avec le civil. Alors, comment ça se passe? Eh bien, les militaires se présentent devant le Parlement américain, le Sénat plus particulièrement, et c'est là où ils débattent de tout, y compris le budget. Alors vous me dites, oui, mais les secrets, comment ils font pour que les secrets ne sortent pas du public? Bon, il y a deux types de débats. Il y a le débat qui est débat général, c'est public, c'est ouvert au public, vous pouvez écouter, vous pouvez assister, il parle des généralités. Et puis, quand il s'agit de parler des secrets, il y a des comités. Alors, il y a un comité de justice, comité des affaires internationales, il y a des comités pour les affaires militaires. Constitués des représentants du peuple, entendons-nous bien. C'est les représentants du peuple, ça se passe dans le Sénat. Donc, dans le Sénat, nous avons 100 sénateurs. Chaque État a 2 sénateurs, a 2 représentants. Du coup, 50 États, donc nous avons 100 sénateurs. Mais ces comités, il y a quelques sénateurs qui siègent dans le comité. Et cet officier du ministère de la Défense, ou bien aussi des conseillers civils, qui sont civils mais qui travaillent au ministère de la Défense, se présentent devant cette chambre qu'on appelle le comité aux affaires militaires. Et les gens qui siègent dans ces comités, aussi bien les militaires et les civils, ils ont ce qu'on appelle un degré de confidentialité. C'est-à-dire, aux États-Unis, nous avons 4 niveaux. Il y a background check, c'est-à-dire une enquête de moralité. Il y a une enquête catégorie 1, catégorie 2 et catégorie 3. Donc, il y a 4 niveaux. Le plus bas, c'est background check. Et par rapport à ça, celui qui détient ce sésame, ce pass qu'on appelle security clearance, ça donne accès à ces chambres fermées où les budgets sont discutés et où ils sont négociés. Donc le militaire, il faut qu'il négocie, il faut qu'il arrive à convaincre ce comité de la véracité des chiffres, de la véracité de là où vont ce budget. Du besoin. Et des besoins, des objectifs, etc. C'est détaillé. Par exemple, une note qui a été débattue la semaine dernière, et ça on peut le trouver sur le site internet du ministère de la Défense, ils ont négocié et ils ont passé la loi, écoutez bien, 1,7 trillion de dollars, ça veut dire 1,7
multiplié par 1000 milliards de dollars. Et ça englobe tout. Ça englobe les salaires, ça englobe les transports, ça englobe l'habitation, ça englobe les frais de fonctionnement, ça englobe beaucoup de choses. Et ces chiffres-là, c'est cette commission qui donne l'aval ou pas. Et j'imagine que les militaires avaient demandé plus. Alors, vous demandez plus et après, et des fois, ils vous donnent plus que vous demandez, si vous arrivez à justifier les choses. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Nous, le public américain, on a droit à cette information, ils vont la filtrer, ils vont filtrer l'information pour la mettre accessible au public. Et là, ils la mettent sur le site internet. Et alors, une fois le budget alloué, dépensé, après, a posteriori, qui sont les organes de contrôle de ces dépenses? Et écoutez, le meilleur moyen de vous expliquer ça, c'est de vous donner un exemple concret. Il y avait un général 3 étoiles, Lieutenant General, c'était le chef de Africom. Hein, il était Africom dans les années 2010, juste au début de Africom. Africom officiel avait commencé en 2008. Lui, il était, je pense, dans les années 2010-2011. Je l'ai rencontré personnellement dans une conférence à Washington, D.C., quand j'étais à l'université militaire. Et figurez-vous que ce général 3 étoiles a été demandé à général 1 étoile parce qu'il était pris la main dans le sac. Alors, comment ça se passe? Quand il y a ce budget, vous avez des dépenses. Alors, il y a par exemple un système qu'on appelle ici système Deltec. C'est un système électronique sécurisé où, quand vous êtes un officiel américain, militaire ou autre, vous avez des dépenses. Vous rentrez toutes vos dépenses dans le système avec des justificatifs. Et il a été pris la main dans le sac, il avait dérobé $125,000. Alors, ces $125,000, c'était des frais de mission qu'il avait justifiés, c'était des frais de mission bidons, des dépenses pour sa femme, les bijoux, les restaurants, etc. Au lieu de le faire en Algérie, ils l'ont pris et la main dans le sac, ils l'ont démodé. Non, il y a eu ce qu'on appelle le contrôleur général. Alors, le contrôleur général avait fait une enquête qui avait duré 12 mois, en 2012. Et à ce moment-là, ils l'ont mis dans une voie de garage. On appelle ici, il y a 2 voies pour les militaires. Il y a une voie de garage et une voie de promotion. On attend si vous allez être promu ou pas. Donc lui, ils l'ont mis dans la voie de garage. Et au bout de 12 mois, ils avaient conclu qu'il fallait qu'il rembourse 82 000 dollars. Et il a été démodé du général 3 étoiles, Lieutenant General, à général 1 étoile, c'est-à-dire Major General. Maintenant, comment se fait le contrôle? Il y a aussi ce qu'on appelle des institutions comme la nôtre, hein, l'ONG. Nous ne sommes pas des lobbyistes, c'est une institution ONG. Et ces ONG, elles ont accès, de par leur immatriculation spéciale, elles ont accès à l'information publique. Et vous passez au ministère de la Justice, qui vous donne accès à l'information, et selon le degré, encore une fois, selon le degré de votre clearance, c'est-à-dire votre droit à accéder à l'information, il vous donne l'information. Si vous ne l'avez pas, il y a un autre processus jusqu'à ce que vous arriviez et vous trouviez l'aiguille dans le foin, vous la trouverez. Ça prendra du temps, mais si vous comprenez comment que ça se passe, et si vous avez des doutes, et c'est dire, je me permets de vous interrompre, merci pour toutes ces explications. Restez avec nous, Hamid Lellou. Je rappelle seulement que pour ce qui est du budget de l'armée algérienne, presque un tiers, ou à peu près un tiers du budget national, en tout cas entre un tiers et un quart, aucune justification, ni à la demande du budget, ni pendant les dépenses, ni a posteriori. On ne sait même pas à quoi sert cet argent, ni comment répondre à ces accusations que lancent beaucoup d'observateurs sur des commissions d'achat sur les armements qui sont faramineuses. Personne ne sait rien de tout ça. Alors avant d'aller vers Montassar, parce que nous allons un peu parler du DRS,
de cette structure née du MALG, de la sécurité militaire plutôt, qui elle-même née du MALG et qui s'est transformée en ce que les Algériens disent Dar el-Ghoul, la maison de l'ogre. Nous allons écouter M. Bouteflika qui répond à un journaliste, puis je donnerai la parole à Montassar. Quel sous-sol de la sécurité militaire? Quel sous-sol de la sécurité militaire, monsieur? Vous êtes venu d'où? Vous êtes au service de quoi? Vous êtes au service de qui? Quel sous-sol de la sécurité militaire? Notre maison est de verre, tout le monde peut la visiter, y compris Amnesty International. Et vous aussi avec. منتصر بطرون عبد العزيز بوتفليقة ربي يرحمه على كل حال qui dit tout le monde peut visiter les sous-sols de la sécurité militaire, Amnesty International, et même vous, aux journalistes, c'est vraiment se moquer du monde. Mais sinon, d'abord, Montassar, un commentaire sur ce que nous disions avant que je vous cible une question. Montassar, j'espère que nous ne l'avons pas encore perdu. Non. Ah, Allô? très bien. Oui, Montassar, je vous écoute. Très bien. Bon, ce que j'entends, Bouteflika, c'est de la démagogie. Bon, c'est du mensonge. C'est comme Hkayat, je ne peux pas être 3/4 de président alors qu'il n'a été rien du tout. Le système militaire qui a commencé en 62 l'a aussi coopté. Et malheureusement, là, l'armée pouvait intervenir pour l'empêcher de prendre un 3e mandat qui était d'une manière flagrante anticonstitutionnelle, a misé. Et même, elle a gouverné avec le cadavre de Bouteflika. Il était impotent, il ne réussit pas. D'où je reviens, nous devons faire le bilan du 4e mandat. Nous devons faire le bilan parce que Bouteflika, il n'est pas responsable du 4e mandat. La moitié du 3e, il est tombé. Il est ce qu'il est, mais bon, pour que les responsabilités soient situées. Je reviens à la question de l'armée. Je pense que notre armée, en gros, c'est comme le reste du peuple. Les petits grades, y compris des gradés. Ils vivent normalement, mais on a affaire à des cercles de pouvoir. C'est des groupes, bon, ceux-là, vous connaissez, il y a des gens qui sont en prison, il y a des gens qui sont... D'ailleurs, hier, j'étais outré, entendre le tribunal de Constantine condamner notre ami Lazhar Zouaimi, un humble, à 5 ans de prison, parce que justement un groupe qui se dit du DRS, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le dossier, et généralement, les dossiers sont vides. Vous savez, on dit que la justice militaire à la justice et ce qui est la musique militaire à la musique. Oui. Donc c'est une catastrophe, c'est un enchevêtrement. L'armée, depuis septembre, quand elle a pris le pouvoir, ils ont coopté une constituante. Elle n'a pas été élue. Quand bien même il y avait un Farhat Abbas, il y avait, etc. Mais là, sur les 195, il y avait pratiquement une centaine qui dépendaient de l'EMG. Vous avez parlé de la sécurité militaire, elle n'est pas descendante du MALC. Tout comme l'AMP n'est pas héritière du MALC, la sécurité militaire n'est pas. C'est un groupe qui s'est intégré dans le nouveau pouvoir militaire, etc. Parce que beaucoup de cadres du MALC, très intéressants, ont été éjectés. Donc c'est une autre institution. Comme Bossov lui-même d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, parmi les 3B qui décidaient, qui faisaient la pluie et le tout temps, ils étaient éjectés. Ils étaient éjectés. Donc, ils ont placé Bembella pour des raisons qui commencent par ce qu'a dit Aïd Hamed. Et puis, bon, vous savez, j'ai un témoignage que je vais monter d'un cadre du MALC, اللي هو محمد خلادي. محمد خلادي dit tard, هذا كان le renseignement, le vrai.
كان هو le directeur du département de documentation et renseignement, DDR. Lui, il a capté en 62, il a capté avec ses services des messages de la police et des services tunisiens ordonnant l'arrestation par la police de Boumediene et de Bembella. Donc il les a rejoints parce que le Mali espionnait aussi, c'est normal à la guerre. Donc il les a avertis. Il a un livre de Boussouf à Kinidi. Et d'ailleurs, c'est grâce à Teladi que Kinidi a rencontré Bembella. C'était le 8 octobre 62, quand il est allé, quand l'Algérie est devenue un pays de l'ONU. Donc elle a été inscrite officiellement, je crois, le 8 octobre 62, et là, Kinidi les a reçus. Pour répondre à Hamid aussi, les États-Unis n'ont pas soutenu Kinidi, oui, mais Kinidi, il a été fortement, officiellement critiqué. Les États-Unis d'Amérique, tout comme tous les pays de l'OTAN, ont été des alliés de la France sur tous les plans, politique, militaire, armement, mais bon, ça fait Kinidi, oui, l'homme. Et après, en 62, il a fait son discours pour dire que le peuple algérien s'est libéré et s'est battu comme le peuple américain l'a fait. Donc, c'est vraiment, c'est une personnalité exceptionnelle, et Kennedy n'est pas États-Unis. Pour ne pas, parce que dans l'histoire, bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien, très bien. Restez avec nous. Les budgets, bon, je ne suis pas expert. Oui. Je dis qu'il y a des fonds spéciaux. Il y a aussi ce qu'on appelle la raison d'État, parce que les États ne font pas automatiquement tout ce qui est illégal, y compris aux États-Unis. Oui. Bon, ils ont des mécanismes pour ça. Oui, mais Montassar, j'aurais compris, par exemple, qu'on dise, comme l'a dit Hamid Lellou, qu'il y a des volets qui restent confidentiels, mais qui sont quand même soumis à des filtres par les représentants du peuple, même s'ils sont ultra secrets. Mais chez nous, il n'y a pas un dinar qui est contrôlé dans le budget militaire. Oui. Ni à l'octroi, ni pendant les dépenses, ni après les dépenses. Personne ne sait à quoi sert cet argent. C'est pas une question de secret. C'est une question, on ne veut pas dire à quoi sert cet argent véritablement. Qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui des gens qui étaient à la tête des services de sécurité, des généraux, le tout, ils sont en prison pour haute trahison, pour vol. Et ces gens nous faisaient de la propagande, de l'éducation idéologique. Ils veulent nous apprendre qu'est-ce qui est le nationalisme. Et parmi eux, certains veulent nous faire croire qu'on doit adorer, qu'on doit sacraliser le militaire ou l'armée. Alors que l'armée, c'est une institution, je dis bien, comme toutes les autres. Il ne faut pas... Maintenant, tous ceux qui sont voleurs, etc., ils doivent être soumis à la loi. Et un deuxième point, basta avec le hiérac. L'armée doit prendre conscience que l'existence d'une institution militaire moderne ne doit pas être une république militaire ou une dictature militaire. Elle doit et elle ne peut être forte que dans une démocratie. Elle ne peut être forte conservant un peuple. Et ce peuple, c'est lui qui doit avoir la souveraineté. Très bien. La souveraineté il doit choisir ses représentants. Et c'est toute la problématique de notre pays, hélas, jusqu'à aujourd'hui. Le mal a commencé en 62 depuis la Constituante. Et c'est l'armée qui crée des présidents, qui crée tout. Et puis, maintenant, si on voit pourquoi l'économie ne marche pas. Parce que même les investisseurs, s'il n'est pas impliqué un militaire directement, c'est impressionnant. C'est pour ça que le pays n'arrive pas à bouger. Très bien, Montassar. Et ça de l'intérêt ni des militaires, ni des civils. C'est notre pays, l'Algérie. Très bien, très bien. Restez avec nous, Montassar. On ne peut pas comparer l'incomparable. Franchement, c'est pour comparer l'institution militaire américaine avec ce qu'elle fait
et l'état de droit américain et les généraux américains, 1, 2, 3 étoiles avec ces voleurs de poules, franchement, c'est... Comme vous y allez, non, voleurs de mais poules. c'est vrai, vous êtes en train de comparer l'incomparable. C'est pas qu'on compare, Habib, c'est pas qu'on compare. Non, c'est pas bon, parce que parfois... On voulait savoir comment ça se passe ailleurs. On discute, mais ailleurs, les États-Unis ou en France ou ailleurs ou en Allemagne, il y a des institutions qui sont là, des institutions indépendantes, un parlement, un Sénat, une presse indépendante, le quatrième pouvoir, ce qu'on dit dans l'Occident. Les gens, ils enquêtent. Les journalistes, ils enquêtent, ils poussent les portes, ils vont aux différentes institutions pour parler aux responsables et pour informer le peuple. Le Parlement, il va avoir le budget de l'armée pour qu'il leur explique où est-ce qu'elle va l'argent de l'achat de l'armement, de tel armement, si ça nous convient, si ça ne convient pas. Chez nous, on n'a pas de parlement, on a ni parlement ni sénat. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai vu un compte Facebook d'un sénateur. Un sénateur, en principe, c'est une personne importante dans l'État algérien. Eh bien, dans sa page Facebook, il n'y a que Ta'azi وقل هو الله وما عم باليش ويحكي في حكايات c'est-à-dire المنتخب الوطني نجح عنده أحاديث il cite des récits du Coran de machin, alors que le citoyen, quand il va aux États-Unis ou en France ou ailleurs, quand il va sur des pages Facebook ou Twitter d'un responsable, c'est pour voir les nouvelles. Quelles sont les nouvelles lois qui ont été votées? Qu'est-ce que ce sénateur ou ce député demande à l'État ou au président ou au Premier ministre? Il n'y a pas tout ça. Nous avons un système qui est fermé à l'intérieur et il croit que le monde il est commun, alors que c'est différent complètement. Un état de droit, un état démocratique, nous on se compare avec peut-être avec un pays de notre niveau, pas avec les Européens. Le président a été élu à 3 millions de citoyens. Le chef d'état-major, son chef d'état-major, c'est un criminel de guerre. Les généraux qui sont avec lui, 3 ou 4, que je connais moi personnellement, qui sont des criminels de guerre. Nous sommes dans une dictature. Nous ne sommes pas dans un Est-ce qu'on peut dire, pour répondre au titre, République démocratique ou oligarchie militaire? République démocratique, nous sommes vraiment à des millions de kilomètres de lumière par rapport à ce qu'on dit. On n'est pas vraiment démocratique, et on n'est pas vraiment populaire, et on est vraiment rien du tout de tout ça. Peut-être que ça correspond avec la deuxième, l'oligarchie militaire. Peut-être ça. Et en plus, ils sont tous corrompus et voilà. On est loin Alors, nous allons entamer le dernier tour de micro. Je vous demanderai de ne pas prendre plus de 3 minutes chacun. C'est la dernière question. Mais avant, nous allons écouter M. Chengriha. Écoutez bien, nous parler d'élections. Un chef d'état-major de l'armée qui vient sur la place publique nous parler d'élections au moment où un ordre a été donné à tous les représentants militaires dans tout le pays de sortir, d'aller dans la vie civile, dans la vie publique, les rentrées scolaires, la journée de l'imam, la journée de la femme, la coupe, les matchs de football, d'être visible dans le premier rang de la mosquée. Et donc, écoutez M. Chengriha ce qu'il nous dit. بعد حدث عظيم شهدته بلادنا وهو تنظيم انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولاية التي شكلت لبنة أخرى ومحطة هامة للنهوض ببلادنا وإقامة دعائمها المتينة والتي هي ثمرة لرغبة وطموح. Alors, Hamid, le dernier tour de micro, pas plus de 3 minutes s'il vous plaît. Monsieur Chengriha qui parle de l'organisation des élections et plus que ça, qui reçoit l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique et dont le ministère nous fait un communiqué qui parle de relations bilatérales. Il ne parle pas de relations avec l'attaché militaire, par exemple des USA, ou pour parler des affaires militaires. Non, non.
communiqué de la Défense qui nous parle de relations bilatérales et qui les a menées le chef d'état-major avec la représentante des États-Unis d'Amérique. Dernier tour de micro, en moins de 3 minutes, s'il vous plaît. Ok, je vais parler aussi vite que possible. Primo, on n'est pas là pour comparer, Monsieur Souadia, comme vous l'avez dit. On ne compare pas, mais c'est bien de dire au public comment ça se passe dans les autres pays. Alors, je commencerai par la visite de l'ambassadrice, justement, en relations militaires et civiles. L'ambassadrice, c'est la représentante personnelle du président de la République américaine, qui est le chef suprême de toutes les armées. Donc, elle parle même au sujet des affaires militaires. Et il faut dire aussi que l'Algérie, ou le système algérien en ce moment, il jouit d'une certaine, je ne sais pas si c'est crédibilité ou bien d'une certaine bienveillance de la part des Américains, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle Training and Security Cooperation, les échanges d'informations, l'expertise algérienne sur la région du Sahel et l'Afrique du Nord, etc. Donc les Américains, tant bien que mal, essayent d'utiliser le système algérien tel qu'il est. Donc cette visite, elle rentre dans le cadre de ces échanges. On trouve toute cette information sur le site officiel du ministère de la Défense et du ministère des Affaires étrangères. Maintenant, est-ce que le chef d'état-major a le droit de dire qu'il a reçu l'ambassadrice américaine dans le cadre de relations bilatérales, ça veut dire entre les deux pays? Encore une fois, je ne vais pas comparer, mais au mois de 2017, je pense, vers mois de novembre, décembre 2017, après les élections américaines, il y avait une cellule de crise au niveau de la Maison-Blanche et Trump avait convoqué tout son staff, y compris Chief of Staff, ce qui veut dire le chef d'état-major américain. Et à la fin de cette réunion, il avait demandé à tout le monde de sortir avec lui pour marcher. Et ils avaient marché à l'extérieur de l'enceinte de la Maison-Blanche. Il y avait des manifestants qui criaient contre Trump qui voulait faire un coup d'État, en fait. Et figurez-vous que le chef d'état-major américain, au bout d'une demi-heure ou 1 heure ou plus, il est parti en plein dans toutes les télévisions pour s'excuser. Il a dit pardon au peuple américain. Moi, je ne savais pas que j'allais marcher avec le président de la République dans la rue et faire face à des manifestations. Moi, j'ai rien à voir. C'est pas ma responsabilité. Il s'en est excusé. Donc, quand il s'agit des affaires politiques, le militaire, il reste en dehors. Merci, Hamid Lello. C'est un support parce qu'ils ont une expertise militaire et c'est tout à fait normal que l'ambassadrice était accompagnée d'officiers militaires qui, eux, la laissaient parler au nom du gouvernement américain. Mais à chaque fois qu'il s'agit de parler de choses opérationnelles, stratégiquement militaires, c'était leur expertise. Merci. Montassar Boutanoun, en moins de 3 minutes, s'il vous plaît. Donc, voilà, M. Chengriha qui nous parle des élections et qui reçoit l'ambassadrice américaine pour nous dit-il, pour des discussions sur les relations bilatérales entre les deux pays. C'est tout dire. Pour les élections, il est connu de toutes les échelles présidentielles ou autres. C'est des élections qui ont toujours été appliquées, mais ce qui est flagrant ces années, c'est qu'en tenant compte des chiffres officiels, le peuple algérien d'Arif Mena, elle ne représente rien du tout, qu'elle soit bonne ou pas bonne. L'essentiel, pour avoir des élections, donc c'est une leucémie. Il faut qu'il change de peuple. Mais le peuple algérien l'a bien signifié. Et c'est pas un peuple feignant. Il a refusé de voter. Et voilà la signification. Jusqu'au jour où on organisera réellement des élections, où la parole soit donnée au peuple, et on verra. D'ailleurs, on a un militaire qui est en prison, uniquement parce qu'il a essayé de devenir président en passant par les élections. Voilà le crime qu'il a. Et Mazal, le système militaire, il est en train d'étouffer. On est exactement dans une dictature militaire où il est difficile de pratiquer beaucoup de choses concernant les libertés.
voir ce langage offensif des médias officiels, parce qu'on n'a pas de presse, pour parler d'apogée, de liberté, etc. Et d'ailleurs, je vous informe, je viens de voir une série de reportages Euronews qui ont été, c'est-à-dire dirigés avec l'ANEP. Donc, qui flatte le cinquantenaire, Jazair Jadida, les gens ne savent pas que c'est des trucs payés à gros sous. Et c'est pas de l'information, c'est de la propagande. Et tu as une chaîne comme Nahar qui commente l'événement, qu'est-ce qu'elle dit? فرنسا تغازل الجزائر. يعني l'Europe راهي غير منا من الإنجاز تاعنا. Bon, quand on est à ce stade, il y a beaucoup le slogan porté par le Hirak Doula Madaniya pour tout militaire qui se respecte. Un militaire algérien que je respecte doit se battre aussi pour qu'on ait Doula Madaniya où la souveraineté revient au peuple et où la loi est au-dessus de tout, c'est pour ça, pour se débarrasser de ces nababs qui ont pris en otage notre pays depuis 1962. Merci Montassar, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Habib, vous avez le mot de la fin. Moi, quand je vois le chef d'état-major intervenir, même dans les écoles, derrière des élèves, je me dis que cette génération va être toute sa vie traumatisée. Les voyant comme ça dans toutes les chaînes de télévision, là où dans les écoles, ici par exemple en France ou ailleurs, les policiers n'ont pas le droit d'y aller dans une école. Nous, la rentrée, elle se fait avec des généraux et des colonels et à l'intérieur des classes. Ils sont assis comme si de rien n'était. Voilà, c'est inacceptable. Et c'est pas ça l'état de droit que le Chouhada voulait ou que la révolution algérienne a entamé en 1954 pour que le peuple algérien vive libre. Nous voulons un état de droit. Moi, personnellement, c'est l'état de droit. Je m'en fous que ce soit telle ou telle personne. L'essentiel pour moi, c'est s'il y a une justice, qu'elle respecte un peu juste la justice, qu'elle respecte l'état de droit, qu'il faut un état de droit, que chaque institution elle fait son travail. Et je pense que sans intervenir pour faire sortir tel ou faire rentrer tel en prison, faire tuer telle personne et faire torturer telle personne, sans état de droit, il n'y aura pas d'Algérie, ni d'Algérie libre, ni d'Algérie démocratique, ni d'Algérie populaire. Merci Habib Soueidia, merci Hamid Lellou, merci Montassar Boutron. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous faire écouter M. Mohamed Lammari, Rabbi Rahmou ala kulli hal, qui nous a rappelé, je me rappelle à ce moment-là, que l'armée ne fait jamais de politique, qu'elle avait ouvert une parenthèse et qu'elle l'avait refermée. Donc vous allez l'écouter et je vous dis, Bqaw ala khair, bislama.